Ici, Sedna 4. Sedna 4, la réception est 5 sur 5. Après avoir remonté le Saint-Laurent, notre navire, le Sedna, atteint les Grands Lacs. Je le rejoins à Toronto. Il y a plusieurs années, j'y venais souvent pour des réunions sur la santé de ces lacs qu'on a longtemps cru invulnérables. Après les avoir presque détruits, le Canada et les États-Unis ont amorcé leur réhabilitation dans les années 70. Mais aujourd'hui, est-ce que la partie est gagnée? C'est ici que nous débuterons notre enquête sur la santé des Grands Lacs. Je retrouve d'abord un ami qui arrive, lui, de l'autre extrémité de la voie d'eau. Salut, ben oui, j'ai dit, je ressens. Tu as fait une beauté? Ça va bien? Oui. Le voyage est quoi, long, pénible, non? Non, mais attendez, Zachary Richard, louisianais, a des racines au Mississippi comme au Saint-Laurent. Sur le navire, il retrouve d'autres descendants des Acadiens. C'est un nom acadien, ça? Si, ben oui. Puis je suis acadien aussi. Ah ouais? Je viens des îles de la Madeleine. Ouais. Puis on est parti de Beaubassin, en fait, en Nouvelle-Écosse, lors de la déportation. Avant même le lever du jour, nous sommes en route vers le centre du continent américain. About 3 hours from here to Hamilton. 3 hours. Can't go too far to the north. Other than that, we can go anywhere we want. J'aime les fleuves. Et plus qu'ils sont grands, et plus que je les aime. Le Mississippi et le Saint-Laurent, les deux grands fleuves d'Amérique et de ma vie. Je pars dans ce voyage dans l'espoir de mieux connaître celui du Nord, de mieux connaître son monde, ses problèmes et son avenir. C'est des lacs immenses. La plupart des Québécois ne réalisent pas la dimension des lacs. Si on met le lac Ontario sur le Québec, ça va de Montréal jusqu'à la Malbaie. Cette immense étendue d'eau est la source du Saint-Laurent, pour le meilleur et pour le pire. Elle influence le climat, procure une longue voie navigable, fournit l'eau, la nourriture, mais aussi des polluants. On va essayer. Les noirs vont venir. Ouais. C'est beau, peut-être border les côtes un petit peu. Quand je prends à peu près, ouais, emmène-la un petit peu. Mon premier contact avec les Grands Lacs remonte à 25 ans, lorsque j'étudiais les bélugas du Saint-Laurent, victimes de la pollution. Nous avions trouvé dans leur tissu le Mirex, un insecticide dont nous avions suivi la trace jusqu'à une usine sur le Niagara. 40 millions de gens vivent dans cette région qui est la 3e économie du monde. Les polluants chimiques de cette civilisation se retrouvent aussi loin que dans les mammifères marins de l'Atlantique. On dirait que la mère nature a la possibilité de contourner les problèmes et puis de s'accommoder et puis finalement de trouver une solution elle-même. Mais est-ce qu'il y a un point critique où on peut quand même dévaster jusqu'à un certain point que ça casse et puis la nature n'est plus capable de se régler elle-même? Et justement, les points rouges qu'on a sur la carte ici, ce sont des endroits qu'on appelle des secteurs préoccupants à cause de la pollution.
Graduellement, l'activité économique a causé des endroits très pollués qui ont été identifiés à partir des années 70 et qu'on avait promis de nettoyer. On dirait que la carte a attrapé la picote. La carte a attrapé la picote et les Grands Lacs ont attrapé la picote. Je pense que notre civilisation s'est donné elle-même des nouvelles maladies en créant des nouvelles activités et des nouveaux produits chimiques qui n'existaient pas autrefois. C'est à Hamilton, à la tête du lac Ontario, que se trouvaient les deux industries les plus polluantes de tout le Canada. Le plan de nettoyage est annoncé depuis plus de 25 ans. À croire les scientifiques, il y a une réduction importante de la présence des polluants comme les BPC et les phosphates dans tous les grands lacs. Mais ici, dans le port de Hamilton, ce n'est pas évident. Il y a encore des zones où la concentration des substances toxiques dans les sédiments est très, très élevée. Mais heureusement, il y a des gens comme Chris Marvin qui travaillent pour trouver une solution aux problèmes cachés au fond du lac. So how is the project going? How's the progress? Well, right now we've identified the key contaminated areas, and we've formulated a strategy by which we're going to contain the sediments here in the harbor and construct a disposal facility by which we can confine the sediment. And then once we've confined the sediment, we're going to put a covering over top and create habitat for birds and other wildlife. And then hopefully, like a little island? It will probably look very much like an island once the project's completed. In 1998, I was here when I was a commissioner with the IJC. I came to this very same spot and I met with people who were telling me that remediation was just about to start. And we are now 7 years later and we are still considering remediation. What is your schedule now? Well, Pierre, what's happened now is that we have a strategy that we've developed in consultation with all of the primary stakeholders involved in the remediation of Hamilton Harbor. That includes the public, the government agencies, the municipalities, and industry as well. De l'autre côté de la baie, les scientifiques du Centre canadien des eaux intérieures prélèvent et analysent les polluants chimiques dans les Grands Lacs. Des appareils compliqués et coûteux. Oui, c'est très compliqué et c'est coûteux. Nous avons deux de cet équipement. Ça, c'est le vieux qu'on a acheté pour faire des analyses de dioxine. La plupart du temps, on utilise pour analyse de dioxine de poissons, de grands lacs. Et après ça, nous avons acheté cet instrument. C'est pour les réfugiés brominés, le retardeur de flamme de brominés. Les produits brominés sont ajoutés au plastique utilisé dans les avions, dans les ordinateurs, dans les vêtements pour en réduire l'inflammabilité. Différent dans un même poisson. Dans le même poisson, nous avons des BPC, qui ça veut dire 209 produits. Le dioxine, qui est 187. Le furane, qui est 192. On est rendu à 400-500. À peu près, et 209 des retardants de flamme brominés. Des produits polybrominés? Polybrominés déphénylitaires. Ça, c'est tout ce qu'on peut regarder dans cette bouteille. Donc, à peu près peut-être 1500 à 1000 produits différents seulement dans une classe de produits toxiques. Parce qu'on ne parle pas des métaux lourds, on ne parle pas des HAP, on parle juste de votre spécialité. C'est ce produit naturel, organique naturel. Ça, c'est un joli cocktail. En effet. Bon, mais je veux vous montrer quelque chose qui c'est très important pour nous. Nous travaillons sur les produits émergents, mais c'est une chose Qu'est-ce que c'est un produit émergent? C'est un produit qui n'est pas réglé. Nous n'avons pas une régulation. Il n'y a pas de réglementation.
Et ces nouveaux produits sont apparus quand? Quand est-ce qu'on a commencé à les fabriquer et à les utiliser? Dans les années 60. Dans les années 60? Donc, 30 ans après, 40 ans après, on les trouve dans les phoques. Dans le phoque, mais en même temps, on trouve dans le lait humain. Mais à 1080, c'est pas tellement beaucoup. Mais même maintenant, ce niveau, ça, c'est des échantillons de lait humain de femmes Canada. qui ont des bébés, qui allaitent leurs bébés et qui leur donnent ces produits. Donc ça illustre que depuis 84, la quantité de BPC dans les humains a diminué, dans le sang humain. A diminué grâce aux mesures qu'on a de protection. On a banni certains produits, on a nettoyé à d'autres endroits. Ça a eu un bon effet. C'est bon. Sauf que le produit, les brominés déphényléters, les ignifuges, c'est en augmentation. Oui. Donc, on a éliminé un produit. Voilà. On a éliminé un produit, mais on en a apporté un autre qui a les mêmes effets. Est-ce que c'est aussi dangereux? On ne connaît pas tellement de projets de toxicologie, mais on a fait de quelques études. Mais les études suivront en Europe. Et nous pouvons avoir plus d'informations cet été à Toronto, parce que nous avons un symposium. On parlait avec des dioxines et tous les produits chimiques, et on peut avoir plus d'informations. Ça veut dire que on utilise le produit, mais on n'est même pas certain s'il est dangereux ou non. Oui. C'est ça? Où la rivière joint la levée, planté dans l'eau, c'est un vieux chêne vert. Nous naviguons ainsi, sans heurts, sans soucis, sans problème, sur ces lacs grandioses, profitant du soleil comme de la nuit, qui est si douce en été. Ce qui nous agresse, bien sûr, est invisible et il est si facile de l'oublier. Un beau bateau, ça. Canadian Steamship Line. Oui, c'est là. Oui. Ouais. C'était la compagnie qui appartenait à notre premier ministre. Canada Steamship Lines. C'est bon, ça me donne confiance. Hier, sur le coup, je trouvais ça très intéressant. Il y avait des belles machines, puis des gens dévoués, et puis une science qu'on va certainement pouvoir utiliser pour l'amélioration de l'espérance. Mais aujourd'hui, ça m'effraie, ce que j'ai vu hier. Ce qui m'a fâché aussi hier, beaucoup, c'est le sentiment d'impuissance. C'est qu'est-ce que moi, petit chanteur cadien de la Louisiane, peut faire, finalement, pour changer le cours de toute cette espèce de tragédie? Pas grand-chose, finalement. Je suis impuissant face à des dangers qui sont omniprésents et qui sont tellement forts que je vais... Mais, OK, je suis réduit à juste dire, OK, je suis là. Et je vais raconter à tout le monde qui veut l'entendre que on est dans un bateau qui est parti à la dérive et puis si on ne fait pas bien attention, on va couler. Les problèmes dont on a parlé hier avec les scientifiques, ça fait 20 ans que je les ai découverts. Et que je suis parti complètement en bas avec mes baleines polluées pour monter ici à la source des polluants pour m'apercevoir que... Mon idée au départ, c'était de sauver la peau des bélugas.
Je suis monté ici et un peu comme toi, des fois, je me demande si... Je pense que je vais être chanceux si j'ai réussi à sauver la mienne. Manger des bananes pourries, tomber dans les fossés. Oh ya, les haricots sont pas salés, donnez-moi des haricots sont pas salés. Hé hé maman, donnez-moi des haricots. On est sous le bateau avec le capitaine Mario. Oh ya, les haricots sont pas salés. Oh yeah, la mer est bleue, mais quoi y a des dents, est-ce qu'on peut boire de l'eau? Les haricots sont pas salés, donnez-moi des haricots, yeah. Entre les lacs Erie et Ontario, les chutes du Niagara sont une des images les mieux connues du Canada. Mais combien de gens savent que pour produire de l'hydroélectricité, l'Ontario et l'État de New York contrôlent le débit des chutes? En fait, tout le monde veut l'eau des chutes du Niagara. Je ne sais pas si c'est un signe des temps, mais je rencontre ici celui qui était autrefois le ministre de l'Environnement de l'Ontario. It's interesting. I'm the Minister of Tourism of Ontario now. I have an interest in seeing as much water as possible going over Niagara Falls because it'll look beautiful. The Minister of Energy, and if I were he, I would want more of it being diverted for power purposes. If I'm the Minister of the Environment, I want to ensure that the water is clean. C'est dans le paysage champêtre qui entoure la petite ville de Niagara-on-the-Lake que le mouvement environnemental est né, au moment où la tragédie de Love Canal faisait la une de tous les journaux. Deux de ses principaux acteurs ne se sont pas revus depuis cette époque. Well, I'll just forget about that woman. Forget about that woman. How are you? Well, my other girlfriend. Your other girlfriend. Piece of God's country, Niagara on the lake to all. Margarita Howe tenait une boutique d'artisanat avant de devenir un personnage de légende. You are ingesting chemicals in your treated drinking water. There are old dump sites that are polluting the river. You know, the materials are leaching into the river, and it's affecting your drinking water in Toronto. Demand that they tell you something about it. How did you get involved in all these issues? Well, I'm at the mouth of the Niagara River. And an American firm wanted to build a pipeline from their waste disposal dump to the Niagara River. And we got our water, our little town of Niagara-on-the-Lake then, from the river. The whole bloody town. Oh, they were incensed. And street after street after street in the Love Canal area they had cancer and they had died and it was oozing up through the basement. Oh, God. I mean, and eating their rubber shoes, you know. For this reason, I feel this river ecosystem cannot accept additional loadings of these compounds. Doug Hallett était un scientifique, d'abord à l'emploi du gouvernement de l'Ontario, puis d'Environnement Canada. We discovered a compound, Myrex and photomyrex,
and in Great Lakes gulls, Lake Ontario gulls specifically, and Lake Ontario fish, and confirmed that, which was traced back to a company called Hooker in Niagara Falls, New York. The most toxic chemical ever imagined in the world is pouring out of this landfill into the Niagara River and has contaminated all the fish, the commercial fisheries down, the sport fisheries down. The wildlife are dying in front of us. Very obvious. You got people like Margarita yelling and screaming about it. The chemicals are no longer there? No, the chemicals, I mean, if you look at the data today, the same chemicals are in Lake Ontario and Lake Ontario fish. Mirex, PCBs, dioxin, mercury, the dirty dozen chemicals. What's the situation now? Have things improved a lot? I think what we're lacking today is this strong group of scientists that we had in the 70s and the 80s who had done real research, not book research, but had funding behind them. We don't have that. We don't have, therefore, the scientists with the balls and the conviction to stand up and say, this is what the problem is. Therefore, Mr. Politician, you've got to deal with it. When I was the chairman of the Great Lakes Toxic Chemicals Program, I had an A-based budget of $25 million. The A-based budget today is $1.5 million. Un garde-pêche ontarien nous a dit que certains de ces pêcheurs venaient ici à chaque jour. See your fish? Nice. My name is Pierre. David. Hi, David. Nice to see you. Do you come here often to fish? No. No? It's the first time I come here. I don't know. Do you eat your fish? You eat it? Yeah. Yes? Why not? Let me see. Oh, another same species, eh? See how big it is. Wow, that's a champion. 16-inch. 16-inch smallmouth bass. Do you know this book? It tells you for every lake, Lake Erie, Ontario, Superior, and every part of every lake, how many fish you can eat in a month for your health. Because these fish have toxics. They have PCBs, DDT, all kinds of things. Women that of childbearing age and children under 15, they cannot eat this at all. Never. You eat the fish? Sometimes. You eat the big ones or the small ones? Oh, medium. Because the small ones are healthy, but not the big ones. Yeah. And if you don't eat the skin, you don't eat the fat, it's even better. Okay. Have a nice day. Okay, bye-bye. Bye-bye. So the speed is good? Speed is perfect, yeah. Guy, right here. It's going to be a long day, eh? Very long day, yeah. Le canal Welland franchit l'escarpement du Niagara sous lequel des usines chimiques avaient enfoui leurs déchets toxiques. En empruntant 8 écluses, le Sedna gravira les 100 mètres qui séparent le lac Ontario du lac Erie. C'est impressionnant, hein? Ouais. Fallait déjà... les écluses, on a commencé à faire des écluses au 19e siècle ou avant même? Moi, j'ai l'impression que bien avant. Dans les canaux d'Europe? Oui, dans les canaux d'Europe au 18e, peut-être même au 17e. Chance qu'on n'est pas claustrophobe. Il n'y a pas de graffiti encore. Non. On pourrait en mettre. And do you require a slow fill for this vessel? Roger. Good stuff. Will do. Thank you.
Le lac Erie est en quelque sorte la charnière des Grands Lacs. Il est entouré d'exploitations agricoles et reçoit les effluents industriels de Buffalo, Cleveland, Toledo, Détroit, Windsor et le reste. Bien, le lac Erie, à la fin des années 60, était considéré comme mort. Parce que c'est pas le plus petit en surface, mais c'est le plus petit en volume. Il est très peu profond. Donc, il est plus vulnérable. La masse d'eau est pas considérable. Et avec les déversements des eaux domestiques, avec les phosphates, avec les produits chimiques, il y avait des algues qui avaient poussé un peu partout. On considérait qu'il était irrécupérable. Mais on l'a récupéré. À partir de 72, on a éliminé les phosphates dans les savons. Les municipalités, maintenant, nettoient leurs effluents. Les usines ont changé, modifié leur façon de travailler. Et le lac Erie a été récupéré. Par contre, par la suite, il y a des espèces qui ont été introduites dans le lac, qui ont changé l'écologie du lac Erie. Et en ce moment, le problème principal, c'est peut-être la menace de ces espèces, comme la moule zébrée, par exemple. Nous rejoignons le Limnos, un des navires de recherche scientifique de Pêche et Océan Canada et auquel d'ailleurs le fédéral accorde de moins en moins de financement. L'étude du plancton a permis aux chercheurs de découvrir que le lac Erie présente chaque année de grandes zones sans aucune vie. Detroit is the largest point source of phosphorus in the entire Great Lakes Basin. However, the Detroit River flows through there at a tremendously high rate. And so what's happening is that phosphorus is carried right out into the Western Basin, and it's over here off of Sandusky in the Sandusky Subbasin that the dead zone begins every year. And so if you're fishing in the Western Basin, you'll find lots of fish. If you now fish over in the Central Basin, you won't find any fish in the dead zone. Okay, tools are right here. Okay, good to go. On a scale of 1 to 10, juger, peut-être c'est pas une question très scientifique, mais est-ce que la santé du lac est on a scale of 1 to 10, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va mal, est-ce que c'est une catastrophe, est-ce que ça s'améliore? Je suis critique, donc 2. 2 sur 10. 2 sur 10. Oui, je suis pas convaincu que ce lac est dans un bon état, malheureusement. Et c'est dû à les activités humaines. Nous avons les technologies pour sauver le lac, pour protéger le lac, mais il n'y a pas des actions. Il faut avoir plus d'énergie. Et l'énergie des jeunes chercheurs, surtout les étudiants. Au milieu de nulle part, une bouée peu conventionnelle mesure la qualité de l'air au-dessus des Grands Lacs. Les données montrent que les lacs exportent des polluants chimiques qui s'évaporent à la surface de l'eau et passent à l'atmosphère. Alors, ce qu'on fait, c'est pour un échantillon dure 24 heures, et puis on aspire l'air du mât jusqu'à notre échantillonneur qui est à l'intérieur de la cale. Alors, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. C'est le cœur de la bouée. Alors, ce qu'on a ici, c'est qu'on a le tube d'échantillonnage qui était au mât, descend ici et vient dans ce système d'échantillonnage que l'on a ici. Toute cette électronique ici, quel est son rôle? Alors, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un échantillonneur pour le mercure gazeux, à l'état gazeuse. Alors ici, c'est une autre fiche d'échantillonneur qui vient et qui s'en va dans cet instrument-ci. Et puis, on contrôle à travers l'ordinateur ici et on voit les données à mesure qu'elles apparaissent à l'ordinateur. Selon vous, est-ce qu'on apprend de nos erreurs?
Maintenant, on a de nouveaux produits ignifuges et on s'aperçoit qu'on les retrouve eux aussi un peu partout dans la chaîne alimentaire, dans l'atmosphère, et qui sont toxiques. Et on dirait que c'est toujours la même histoire qui se répète. Je crois qu'il y a toujours un côté bénéfice pour la société versus le côté toxique pour l'environnement. Et dans les cas du Mirex, dans le cas du DDT, dans le cas des BPC, je crois que la division était beaucoup plus claire. Maintenant, parce que, par exemple, les polybromés, les effets toxiques sont plus subtils. Alors, c'est encore plus difficile de convaincre le lobbying manufacturier que ces produits peuvent être potentiellement toxiques. Alors, oui, il y a des parallèles à faire, mais d'un autre côté, la situation n'est pas si noir et blanc. Maintenant, on est un peu dans la zone grise. Danse de la luna dans le bois de Tacabo. Où la rivière joint la levée. Planté dans l'ombre, c'est un vieux chien de verre. Au bord de la Okay, so they're all small, once a week. Yeah, once a week. All right. Okay, yeah, good. Thank you very much. Great. Yeah, You're welcome. Yeah, yeah, thank you. Yeah. Depuis le lac Erie, le navire doit emprunter 2 rivières et 3 lacs, un voyage de quelques jours, pour se rendre à Chicago, capitale économique et culturelle des Grands Lacs. Un canal de dérivation qui traverse Chicago permet d'acheminer l'eau des Grands Lacs vers le Mississippi et la Louisiane. Ce détournement est controversé et le responsable de l'État de l'Illinois doit se conformer à un jugement de la Cour suprême des États-Unis. So the court has determined how much water you can take from the lake, and they're monitoring that. It's monitored actually daily, and the court limit is 3,200 cubic feet per second, which is about 2.1 billion gallons a day. The average annual outflow of Lake Michigan and Huron is about 119 billion gallons a day. So the Illinois diversion is less than 2% of the natural outflow from these two Great Lakes. From time to time in the Canadian newspapers, we see a drawing of linking James Bay and some of the northern lakes to the Great Lakes and then piping this water down to Arizona. We see these diversions as being thirsty Americans wanting to take our water. Well, I think that view is an unfortunate view. First of all, I guess I would respond that under Illinois law, we cannot ever send this water anywhere outside the boundaries of our state. My own opinion is I don't think we have much to fear from the western states by themselves, because as long as there is a requirement that they pay the cost to develop a water supply, we will never be cost effective for them. It cannot survive an economic analysis, cannot survive an environmental analysis. So personally, I don't lay awake at nights worrying about somebody trying to come and steal Great Lakes water. Aujourd'hui, nous redevenons des terriens pour nous rendre jusqu'au grand fleuve qui se jette dans le golfe du Mexique. Mississippi. Alors, si on continue comme ça, on arrive à la Nouvelle-Orléans. Quelque chose, hein? Ouais.
La plus grande menace qui pèse aujourd'hui sur les Grands Lacs est un envahisseur qui remonte lentement le fleuve Mississippi et ses affluents. Ce poisson sauteur est la carpe asiatique. Elle est vorace, versatile, prolifique et supplante rapidement les autres espèces de poissons. There we go. There they are jumping. Une carpe peut atteindre 50 kilos. Wow. Beautiful fish. Amazing. It's amazing how high they can get, isn't it? Et ne nous méprenons pas. Cette carpe vit très bien dans le nord de la Chine. Et ce ne sont pas nos hivers ni la glace qui vont l'effrayer. I can't believe this. I cannot believe this. I've heard people say that if the carp moved up to the Great Lakes, it would be the end of the Great Lakes, the end of some fisheries, the end of the present ecosystems. Do you believe in that? I would say that's the worst case scenario. Whether they'll totally destroy everything or not, that remains to be seen. But they will certainly be noticed, and they will certainly change things, and maybe not change them the way we might want to see the lakes be. This one is trying to get inside the boat. Elle a frappé la caméra. You need protection on the camera? Yeah. John, why were they introduced to America in the first place? Well, because they're filter feeders. They were brought here to be used in aquaculture, in facilities growing catfish, because the hope was that they could raise these species together with the catfish. These species would strain algae from the catfish ponds, thereby improving water quality, less oxygen fluctuations, less distaste in the flesh of the catfish. We thought that these things would be controlled. We didn't expect them to escape. It just wasn't in the mindset at that time. So what's your hope of controlling them? Unfortunately, once they become established, there's no really known solutions to controlling their populations. We are working with commercial fishers to try to develop a market for their flesh. Right now, there really isn't a big market for their flesh. So as commercial fishermen catch them, they really can't find a way to sell them. The one thing we don't know is whether they'll be able to find tributary rivers and successfully spawn in the Great Lakes. That's another reason why the electric barrier is so important. Et voici notre seule arme défensive contre la carpe asiatique, une barrière électrique. Chuck, how are you? Chuck, yes. Yes. I'm Pierre. How are you doing? Good. Nice to meet you. So, Chuck, this is it. This is the canal that actually links the Mississippi system with the Great Lakes system. That's correct. This is the Chicago Sanitary and Ship Canal, and it is the only direct hydraulic connection between the Mississippi River Basin and Lake Michigan, which means that the only way that a boat or a fish could get between those two basins and without leaving the water would be to swim by this point right here. And what we have here is a kind of barrier to prevent fish from moving from one system, one watershed to the other one. Yes, exactly. I see. These cables that you see going down into these holes go down to just above the bottom of the canal where they connect up with steel billets. They're 5-inch by 5-inch steel billets that run the whole way across the canal. Those steel billets are fed electricity by the cables you see going down into the borings. Yep. And that's how the electricity gets into the water from the steel billets down on the bottom of the canal. As the fish approaches from either direction, as they near the electrodes, they start to feel the electricity more and more. And at some point, they become so uncomfortable from the shocking that they turn around and go back out without crossing entirely over.
Sur le chemin du retour, je ne peux m'empêcher de constater que si le futur paraît incertain, le passé était encore plus sombre. Autrefois, la rivière qui traverse Cleveland était tellement chargée de polluants qu'elle a pris feu à quelques reprises. Grâce à une collaboration entre citoyens concernés et leur gouvernement, beaucoup de choses ont changé à Hamilton. Il y a encore des zones toxiques, mais le nettoyage a permis d'améliorer la santé du lac. Caspian? That's a Caspian tern, yes. Yeah. It's one of the big ones. It just took a fish out of the water. Yeah. What we're seeing is the changes that we want to see in Hamilton Harbor. We're halfway through our remediation. And when we started out, people felt that it might be a long shot to actually meet the conditions that we had hoped to meet and return this harbor to have lots of beneficial uses. And we're about 10 years away from completing the work, and now our scientific community is telling us that they think the harbor's responding as it should and that we will be able to be successful in the end. But I think there's also a take-home message here that as much as remedial actions are great, if you have environmental qualities, if you have good wetlands and pristine and natural shorelines, then for heaven's sakes, don't lose what you have. Because even though we're restoring and bringing things back here in Hamilton Harbor, you don't get it all back. You really can't replicate nature. So the thing to do is to work with nature and not to destroy it in the first place. À la fin de ce voyage, j'avais plus d'amis et autant de questions qu'au départ. Quel est l'avenir de ce magnifique fleuve et ces lacs majestueux? Est-ce que l'homme va pouvoir solutionner les problèmes qu'il a créés pendant des décennies et des décennies? Est-ce que les poissons vont nager encore? Je suis effrayé par les problèmes de pollution, mais encouragé par les efforts de ceux et celles qui pensent que la terre ne nous est pas donnée par nos ancêtres, mais empruntée à nos enfants. Qu'ai-je appris de ce voyage? Que si on aime la planète, on ne peut pas relâcher sa vigilance, que nos sentinelles sont les scientifiques, que notre force vient de citoyens ordinaires qui un jour en ont assez, et que lorsque nous avons des politiciens qui se tiennent debout, nous pouvons faire du progrès.